La flûte en cristal glissa des doigts tremblants de Léa de Sinclair, se fracassant contre le marbre immaculé de la salle de bal de l'hôtel Ritz Place Vendôme. Mais le son cristallin du verre brisé n'était rien comparé aux mots qui venaient de réduire son monde en cendres. « Mon Dieu, qu'elle est naïve !» murmura son fiancé, Christophe de Varenne, derrière la porte entrebâillée de la suite nuptiale. « Pense-t-elle vraiment que je l'épouserai par amour ? Tout tourne autour de l'empire immobilier de son cher papa, mon ange. » Léa se plaqua contre le mur tapissé de soie, son cœur martelant violemment ses côtes. Par l'interstice, elle aperçut Christophe attirer sa demi-sœur, Chloé, dans ses bras. « Et pour le mariage de demain » ronronna Chloé en glissant ses doigts manucurés sur le torse de Christophe. Tout ce beau monde, tout cet argent jeté par les fenêtres. Christophe eut un rire d'une froideur glaçante. « Nous irons jusqu'au bout. Une fois que je serai légalement son mari, j'aurai accès à tout. Ensuite, nous pourrons vivre notre amour au grand jour. » Elle sera tellement brisée qu'elle ne contestera même pas le divorce. Pauvre petite Léa. Chloé pouffa de rire. La princesse parfaite a son papa sur le point de tout perdre. Si seulement elle savait que je te fournis des informations sur les contrats du groupe Sinclair depuis des mois. Le sang déserta le visage de Léa. Les contrats perdus, les mystérieux échecs lors des appels d'offres, la quasi-faillite qui avait contraint son père à considérer la généreuse offre d'investissement de Christophe. Tout avait été orchestré avec une précision machiavélique. Tu es brillante, Chloé. Quand j'en aurai fini, la fortune des Sinclair sera à nous, et cette douce petite Léa n'aura plus que ses larmes et ses dettes. Léa recula en titubant, ses talons de créateur claquant sourdement sur le sol. 200 invités célébraient en bas, portant des toasts à son conte de fées, à ses fiançailles avec Christophe de Varenne, le charmant et charismatique héritier d'un grand empire pharmaceutique. Son père avait été si fier, si soulagé que sa fille ait trouvé un homme capable de sauver l'entreprise familiale en péril. Que des mensonges. Chaque baiser, chaque « je t'aime », chaque promesse d'éternité n'était que les mouvements calculés d'une partie d'échecs dont elle ignorait même être le pion. Elle baissa les yeux vers la bague de fiançailles ridiculement chère qui ornait son doigt, un diamant éblouissant que Christophe lui avait offert quelques mois plus tôt. Chloé l'avait-elle aidé à la choisir? Avait-il ri de la facilité avec laquelle elle était tombée dans leur piège? Son téléphone vibra. Un message de sa meilleure amie. « Tu es si rayonnante ce soir. J'ai hâte d'être à demain. » Demain. Elle était censée remonter l'allée et confier sa vie à un homme qui ne voyait en elle qu'un vulgaire tremplin vers la fortune de sa lignée. Une rage volcanique bouillonna dans sa poitrine, brûlante et féroce. Léa de Sinclair n'avait jamais été du genre à subir la trahison en silence. Elle s'était battue pour s'imposer dans les plus grandes écoles de commerce, avait redressé 3 entreprises au bord du gouffre avant ses 25 ans, et avait gagné chaque once de respect dans un milieu impitoyable dominé par les hommes. Elle n'allait certainement pas laisser 2 sociopathes cupides détruire l'héritage de sa famille. Mais d'abord, il fallait qu'elle sorte d'ici avant de commettre un acte qui l'enverrait directement derrière les barreaux. D'un geste rageur, Léa retira ses escarpins et les attrapa d'une main, relevant sa robe de fiançailles en soie de l'autre. Elle se faufila par l'escalier de service, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle entendait la voix de Christophe résonner depuis la salle de bal. « Quelqu'un n'a-t-il vu ma magnifique fiancée ? Nous devons répéter notre première danse. » L'audace de ce salaud. Elle franchit les portes de sortie latérales de l'hôtel et s'enfonça dans la nuit parisienne, l'air vif d'octobre mordant la peau nue de ses bras. La rue Cambon était encore animée, les klaxons des taxis résonnant au loin tandis que les lumières de la ville lumière se brouillaient à travers ses larmes de rage. « Léa ?» Elle entendit la voix de Christophe derrière elle, ayant sans doute remarqué son absence. « Où vas-tu, mon amour ?» Elle courut plus vite, ses pieds nus claquant douloureusement contre les pavés froids. Elle tourna au coin de la rue, haletante, les poumons en feu sous l'effet combiné de l'effort et de la colère. « Je vais leur montrer » murmura-t-elle farouchement dans la pénombre. « Je vais leur montrer à tous les deux. » Elle s'arrêta brusquement pour reprendre son souffle devant une devanture fermée. C'est alors qu'elle le vit. Un homme était adossé à un mur de briques lépreux, fumant une cigarette dans l'ombre. Ses vêtements étaient déchirés et maculés de saleté, ses cheveux sombres en bataille, et son visage portait les traits burinés de quelqu'un qui avait passé bien trop de nuits à la merci des éléments. Il devait avoir un peu plus de 30 ans, avec des pommettes saillantes, une mâchoire dure, et des yeux noirs, intenses, qui semblaient absorber chaque détail de la ruelle. Un vagabond, un sans-abri.
L'exact opposé de Christophe de Varenne avec ses costumes sur mesure et son charme empoisonné. Parfait. J'épouserai le premier homme que je verrai avant de les laisser me détruire, déclara Léa à la voûte céleste, sa voix résonnant contre les façades parisiennes. Le regard de l'homme se braqua sur elle. Il jeta sa cigarette et s'avança, l'étudiant avec une intensité troublante. Alors, épousez-moi, dit-il simplement, sa voix rocailleuse possédant une autorité inattendue. Léa le dévisagea, la poitrine encore soulevée par sa course effrénée. Pardon ? Vous avez dit que vous épouseriez le premier venu. Il se désigna d'un léger mouvement de menton, l'ombre d'un sourire en coin étirant ses lèvres. Me voilà. Il y avait quelque chose dans son regard. Ce n'étaient pas les yeux d'un homme brisé par la rue. Ils étaient vifs, calculateurs, presque prédateurs. Mais à cet instant précis, Léa se moquait éperdument de tout, sauf de prouver qu'elle ne serait la victime de personne. Très bien, répondit-elle, s'étonnant elle-même de sa propre fermeté. Faisons-le. Ses sourcils se haussèrent légèrement. Vous êtes sérieuse ? Mortellement sérieuse. Je connais un fonctionnaire à la mairie du 1er arrondissement qui me doit une énorme faveur. Avec les bonnes relations, une cérémonie civile peut être arrangée dans l'heure. Je le sais car j'avais envisagé toutes les options pour mon autre mariage. L'homme l'observa longuement, scrutant les abysses de sa détermination, puis hocha la tête. Mathis, dit-il en tendant une main couverte de suie. Léa, répondit-elle en la serrant. Elle remarqua que malgré son apparence misérable, sa poigne était forte, ferme et rassurante. Peu de temps après, grâce à une enveloppe discrète et des menaces voilées, il se tenait dans le bureau austère et froid de la mairie, face à un adjoint au maire visiblement exténué. Qui en avait certainement vu d'autre qu'une héritière de l'aristocratie épousant un clochard au beau milieu de la nuit. Mademoiselle Léa de Saint-Clair, consentez-vous à prendre pour époux l'homme ici présent ? Léa regarda Mathis, cet étranger qui avait accepté sa proposition insensée sans poser la moindre question. Ses yeux sombres soutenaient les siens avec une constance troublante, et pendant une fraction de seconde, elle se demanda quelle tragédie l'avait menée ici. Mais la voix de Christophe résonna de nouveau dans son esprit. Pauvre petite Léa. Sa détermination se mua en acier trempé. Oui. Et vous, monsieur ? L'officier d'état civil chercha sur le formulaire rempli à la hâte. Valmont, compléta Mathis d'une voix suave. Mathis Valmont. Consentez-vous à prendre pour épouse la femme ici présente ? Oui. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. Mathis fit un pas vers elle, ses mains encadrant doucement son visage. Son toucher était d'une délicatesse bouleversante pour un homme aux mains si calleuses. Lorsqu'il l'embrassa, ce fut un contact doux, fugace, mais une décharge électrique traversa le corps de Léa, lui coupant littéralement le souffle. Toutes mes félicitations, monsieur et madame Valmont, marmonna l'adjoint, rangeant déjà le registre. En sortant du bâtiment officiel, le livret de famille à la main, Léa sortit son smartphone. Ses doigts tremblaient légèrement, mais sa volonté était inébranlable. Elle prit un selfie avec Mathis, tous deux tenant le document officiel, et le publia sur tous ses réseaux sociaux. Changement de programme. Je viens d'épouser l'amour de ma vie. Désolé Christophe, mais le mariage est annulé. Nouveau départ vrai amour madame Valmont. Son téléphone explosa instantanément de notifications, d'appels, de messages, de commentaires effarés, furieux ou confus. Mais celui qui lui arracha un sourire cruel venait de Christophe. « Mais qu'est-ce que tu as fait bordel ?» Elle éteignit l'appareil et se tourna vers son nouvel époux. « Eh bien, monsieur Valmont, j'espère que vous êtes prêt pour l'aventure. » Les lèvres de Mathis se courbèrent en un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux, mais son expression recelait une forme d'admiration brute. « Madame Valmont, j'ai le pressentiment que vous ignorez totalement dans quoi vous venez de vous fourrer. » Alors qu'ils s'enfonçaient dans la nuit, aucun d'eux n'aurait pu prédire que cette décision impulsive altérerait le cours de leur destinée à jamais, et que les véritables jeux de pouvoir ne faisaient que commencer. Le taxi les déposa devant un vieil immeuble haussmannien aux façades noircies par la pollution, situé dans les ruelles sombres et complexes de Belleville. Léa leva les yeux vers les balcons en fer forgé rouillé et la peinture écaillée, la réalité la frappant de plein fouet. Que avait-elle fait ? C'est chez moi, déclara simplement Mathis en extrayant une clé de la poche trouée de sa veste. Léa le suivit dans une cage d'escalier grinçante, sa robe en soie s'accrochant aux échardes de la rampe en bois massif qui avait autrefois connu des jours meilleurs.
Le couloir empestait le tabac froid et des relents de nourriture rance. Derrière les murs fins, on entendait des pleurs de nourrissons, des querelles étouffées et des téléviseurs hurlant dans le vide. « Ce n'est pas le Ritz », murmura Mathis en déverrouillant une porte lourde. « Mais c'est propre. » L'appartement était exigu. Un petit salon doté d'un canapé affaissé, une kitchenette aux équipements vieillissants, et ce qui semblait être une unique chambre. Mais Mathis n'avait pas menti. Malgré le mobilier usé et le papier peint fané, d'une propreté clinique, le lieu semblait presque irréel. « Vous pouvez prendre la chambre », dit-il en jetant ses clés sur une table basse rayée. « Je dormirai sur le canapé. » Léa resta plantée au milieu de la pièce, tenant toujours ses escarpins, se sentant terriblement intruse dans sa toilette haute couture. Quelques heures auparavant, elle célébrait ses fiançailles dans un palace parisien. À présent, elle était la femme d'un marginal dans un quartier populaire. « Pourquoi » demanda-t-elle brusquement. « Pourquoi quoi ? Pourquoi avez-vous accepté de m'épouser ? Une parfaite inconnue en pleine crise de nerfs dans la rue. » Mathis scruta ses traits avec une étrange acuité. « Vous aviez l'air de quelqu'un qui cherchait désespérément une issue de secours. Je me suis dit que nous pourrions nous entraider. » « Nous entraider comment ? Sans vouloir vous offenser, que pouvez-vous exactement m'offrir ? » Une lueur vacilla dans ses prunelles ténébreuses. « De l'amusement, peut-être ? Ou quelque chose de bien plus aiguisé. Une protection ? Un endroit où vous cachez le temps de planifier votre prochain mouvement ? Et surtout, un moyen de disparaître pour échapper à ce que vous fuyez. » Il avait visé juste. À cet instant, le tout Paris devait chercher à la joindre. Christophe, son père, les journalistes avides de scandales mondains. Le drame de la famille de Sinclair ferait la une de la presse à scandale dès l'aube. « Je devrais appeler mon père », souffla-t-elle en s'affaissant sur le divan. « Il doit être mort d'inquiétude. »« Attendez demain », suggéra Mathis d'une voix calme. « Que cette nuit n'appartienne qu'à vous. » Léa observa cet inconnu, ce mari improvisé, qui affichait une sérénité déconcertante pour un homme venant de lier son destin à une fugitive. Son immobilité même avait quelque chose de perturbant. N'importe qui l'aurait assailli de questions, mais Mathis se contentait de l'étudier. « Je devrais probablement vous expliquer dans quoi vous vous êtes embarqué, » reprit-elle. « Mon ex-fiancé et ma demi-sœur complotent pour s'emparer de l'empire immobilier de ma famille. Le mariage devait être l'ultime étape de leur coup d'État. » Mathis haussa un sourcil. « Eh bien, il est difficile d'épouser une héritière quand celle-ci est déjà légalement mariée à un autre. » Pour la première fois depuis la trahison du Ritz, Léa ressentit une étincelle de satisfaction pure. « Ils doivent penser que j'ai perdu la raison. » Est-ce le cas ? La question fut posée avec un tel sérieux qu'elle dut y réfléchir. Peut-être. Probablement. Mais je préfère sombrer dans la folie que de rester leur victime. Il hocha la tête, approbateur. Femme intelligente. Une femme brillante qui vient d'épouser un clochard et qui siège sur mon canapé dans une robe valant plus que le loyer annuel de cet immeuble. Elle éclata d'un rire qui résonna avec une note d'hystérie. Vous pouvez rester aussi longtemps que nécessaire, ajouta Mathis. Sans aucune condition. Quand vous serez prête à reprendre le cours de votre vie, vous n'aurez qu'à le dire. Et que gagnez-vous dans cet arrangement ? De nouveau, cette lueur indéchiffrable dans son regard. Peut-être que j'aime l'idée d'aider quelqu'un à écraser ceux qui l'ont poignardé dans le dos. Léa tenta de déchiffrer son visage. Quelque chose chez Mathis détonnait avec l'image du mendiant. Sa posture était trop royale, son élocution trop châtiée, ses mouvements trop mesurés. Mais elle venait d'apprendre à ses dépens qu'elle excellait dans l'art de mal juger les gens. « Je vais reconstruire tout ce qu'ils ont tenté de m'arracher », déclara-t-elle d'une voix de fer. « L'entreprise de mon père, ma réputation, ma vie. Et je vais leur faire payer. » Bien, murmura Mathis avec un sourire presque carnassier. La vengeance est un plat qui se mange froid. Plus tard, alors que Léa s'installait dans la petite chambre, troquant sa robe somptueuse contre un t-shirt immense que Mathis lui avait prêté, elle perçut des murmures étouffés dans le couloir. Elle colla son oreille contre le bois, mais ne capta que des bribes de phrases urgentes et la voix grave de Mathis distribuant ce qui ressemblait à des ordres. Certainement des voisins se plaignant du bruit, se rassura-t-elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que Mathis parlait dans un smartphone ultra sécurisé, à l'opposé de sa couverture, et que deux colosses en costume sombre venaient de prendre position aux extrémités du palier. Elle ne remarqua pas la caméra de surveillance, dernier cri dissimulé dans la cage d'escalier,
ni le fait que les autres locataires de l'étage semblaient avoir subitement trouvé une raison de déserter les lieux. « Oui, monsieur », chuchota l'un des hommes dans son oreillette. « Le colis est en sécurité. Périmètre verrouillé. »« Parfait », répondit la voix. « Personne ne l'approche sans passer sur nos cadavres. Le patron exige une protection absolue. » Dans le salon, Mathis observait la rue à travers les persiennes. 3 autres de ces hommes quadrillaient le secteur, invisibles pour les profanes, formant un bouclier impénétrable autour de la femme qui dormait désormais dans son lit. Léa de Saint-Clair pensait avoir épousé un vagabond pour humilier son ex. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de devenir la femme la plus sous haute garde de tout Paris, ni que son époux était l'homme que ses ennemis, ainsi que les siens, rêvaient d'abattre. Mais pour l'heure, l'illusion devait perdurer. Mathis avait trop investi dans sa légende urbaine pour la compromettre, même pour cette femme dont la fureur et la détermination l'intriguaient bien plus qu'il ne l'aurait souhaité. Il referma les rideaux et s'allongea sur le canapé. Le sommeil le fuyait. Protéger Léa s'annonçait bien plus complexe qu'il ne l'avait anticipé. Au matin, le mariage impromptu de l'héritière faisait les choux gras de la presse mondaine et des blogs parisiens. Son téléphone affichait des centaines d'appels en absence et de messages affolés. L'héritière Sinclair épouse un SDF en pleine nuit, titrait Le Figaro dans son édition numérique. Le selfie était disséqué comme une pièce à conviction. Seigneur, marmonnait-elle en parcourant les messages frénétiques de son père, de son assistante et des journalistes. Bonjour, Madame Valmont, la salua Mathis en lui tendant un mug ébréché rempli de café fumant. À la lumière du jour, il semblait différent. Toujours brut de décoffrage, mais doté d'une grâce féline indéniable. Tout Paris me prend pour une folle, soupira-t-elle en acceptant la tasse avec gratitude. Mon assistante m'écrit que les paparazzi campent devant chez moi et au siège du groupe. Ce ne sont probablement pas les meilleurs endroits pour vous en ce moment, acquiesça-t-il calmement. Avant qu'elle ne puisse répliquer, des coups violents ébranlèrent la porte. Le sang de Léa se glaça. Les journalistes l'avaient-ils déjà débusqué? Mathis se glissa près de la fenêtre et jeta un coup d'œil. Son visage se ferma. C'est un homme dans un costume onéreux. Cheveux blonds. Il a l'air de penser que la ville lui appartient. Christophe, murmura Léa. Comment m'a-t-il trouvé? Les registres de l'état civil sont publics. Il a dû payer quelqu'un pour obtenir cette adresse. La voix de Mathis était devenue tranchante comme une lame. Que voulez-vous faire? Les coups redoublèrent de violence. Léa, je sais que tu es là. Ouvre, nous devons parler. Je dois l'affronter, déclara-t-elle en se redressant. Je ne peux pas fuir éternellement. Mathis l'observa, puis hocha la tête. Je reste juste ici. Lorsque Léa ouvrit, Christophe força le passage, sa chevelure parfaite légèrement ébouriffée, son costume froissé témoignant de sa nuit blanche. Dieu merci, souffla-t-il en tentant de saisir ses mains. Léa, mon amour, qu'as-tu fait? Je me suis marié. Rétorqua-t-elle d'un ton glacial en reculant. Comme prévu. Mais pas avec le même mari. Le regard bleu de Christophe se posa sur Mathis, adossé au mur de la cuisine, et son expression passa de la fausse inquiétude au mépris le plus abject. C'est une folie, cracha Christophe. Tu fais de toute évidence une dépression nerveuse. Le stress du mariage, c'est compréhensible. Nous pouvons réparer ça. Nous ferons annuler cette mascarade. Nous plaiderons l'altération du discernement, ou la contrainte. Personne ne te tiendra rigueur d'une erreur sous la pression. Son ton condescendant, qu'elle trouvait jadis rassurant, lui donnait désormais la nausée. Et ensuite, nous célébrerons notre vrai mariage, comme convenu. Tu veux dire le mariage où tu m'épouses pour piller mon héritage tout en baisant Chloé dans mon dos? Le visage de Christophe blêmit, puis vira au pourpre. Je ne sais pas ce que tu as cru entendre. J'ai tout entendu, Christophe. Chaque mot calculé, chaque insulte. Sa voix était calme, mais ses mains tremblaient de fureur. Chloé et toi pouvez pourrir en enfer. Sortez de chez moi. Le masque de Christophe tomba. Ses traits séduisants se tordirent en une grimace haineuse et dangereuse. Tu ne sais pas ce que tu fais, Léa. Cet homme, il pointa un doigt méprisant vers Mathis, tu ne sais rien de lui. Il pourrait être dangereux. Un criminel. Il en veut sûrement à ton argent,
tout comme tu m'en accuses. La différence, c'est que je sais que Mathis se sert de moi, mentit Léa avec aplomb. Nous avons un arrangement. Lui, au moins, est honnête sur ses intentions. Christophe fit un pas menaçant vers elle, abaissant la voix. Si tu crois que je vais laisser une ordure des rues ruiner des années de travail, tu es encore plus stupide que je ne le pensais. Arrête cette comédie, Léa, avant de te faire vraiment mal. Est-ce une menace? La voix de Mathis trancha l'air étouffant de la pièce. Il avait bougé sans un bruit et se tenait maintenant juste derrière l'épaule de Léa, telle une ombre protectrice. Christophe ricana, trahissant sa nervosité. Qu'est-ce que tu vas faire, le clochard? Me frapper? Je te ferai enfermer pour agression avant que tu ne t'en rendes compte. Essayez, susurra Mathis d'un ton si glacial que Christophe recula involontairement. Ce n'est pas terminé, cracha le fils de bonne famille en se dirigeant vers la sortie. Tu vas le regretter, Léa. Vous deux. Une fois la porte refermée, l'adrénaline abandonna Léa qui s'effondra sur le divan. Ça s'est mieux passé que prévu. Vraiment, demanda Mathis, l'air sombre. Il vient de vous menacer ouvertement. Christophe aboie mais ne mord pas. Il est trop lâche pour. Un pavé fracassa la vitre du salon, projetant des éclats de verre sur le parquet. Autour de la pierre, un message était scotché, demande le divorce ou prépare ton cercueil. Peut-être pas, constata Mathis d'une voix funèbre. Ce n'était que le prélude. Durant les 3 jours qui suivirent, des incidents troublants se multiplièrent. Léa remarqua la même berline noire aux vitres teintées la suivant lors de ses courses à Belleville. Son téléphone fut inondé d'appels masqués, des respirations haletantes ou des voix déformées lui intimant de quitter son parasite. L'appartement fut fouillé en leur absence. Rien ne fut volé, mais les tiroirs ouverts témoignaient d'une recherche minutieuse. Nous devrions prévenir la police, murmura Léa au milieu du chaos. Pour leur dire quoi? Mathis rangeait méthodiquement, ses gestes précis, son regard à l'affût. Que votre ex-fiancé vous harcèle? Ils prendront une déposition qui finira aux oubliettes. Les hommes de l'aristocratie comme Monsieur de Varenne ne laissent jamais d'empreinte. Ce que Léa ignorait, c'est que dans les heures suivant chaque incident, les menaces cessaient brutalement. Le lanceur de pierre fut retrouvé inconscient et ensanglanté dans une ruelle sombre de Belleville, amnésique. La berline noire fut abandonnée en banlieue, son chauffeur volatilisé. La nuit suivant le cambriolage, alors que Léa sombrait dans l'épuisement, Mathis glissa sur le balcon. Un homme en costume sombre l'y attendait. Le problème de Varenne, interrogea doucement l'inconnu. Contenu, répondit Mathis. Mais il désespère, ce qui le rend imprévisible. Devons-nous l'éliminer définitivement? Mathis sonda la nuit parisienne. Pas encore. Cela ferait trop de vagues. Mais faites-lui comprendre que la prochaine menace visant ma femme signera son arrêt de mort. Compris, monsieur. Et la garde rapprochée? Doublez les effectifs. Je veux être informé si un passant ose seulement la regarder de travers. L'ombre se fondit dans l'obscurité. Mathis contempla Léa à travers la vitre. Elle croyait se terrer dans la misère, ignorant qu'elle se trouvait dans l'œil d'un cyclone impitoyable. Surtout, elle ignorait que l'homme épousé par défi était la seule force à Paris capable de repousser les ténèbres qui s'amassaient. Mais conserver son masque devenait une torture. Une semaine après leur noce singulière, le comportement de Mathis suscita le malaise de Léa. Il refusait de la laisser sortir seule, prétextant la présence des journalistes. Je dois travailler, Mathis. Sauver mon entreprise, signer des contrats. Je ne peux pas me cacher éternellement. Alors travaillez d'ici. Je vous fournirai un ordinateur, tout ce dont vous avez besoin, répliqua-t-il fermement, barrant l'accès à la porte. Avec quel argent? La phrase lui échappa et elle le regretta aussitôt. Pourtant, l'incohérence la rongeait. Il s'habillait en haillons, vivait dans un quartier difficile, mais la nourrissait avec des produits fins et affichait une assurance troublante. J'ai quelques économies. Des petits boulots, esquiva-t-il. L'après-midi même, durant l'une de ses mystérieuses absences, Christophe l'appela. Elle décrocha,
poussée par une curiosité morbide. Je m'inquiète pour toi, Léa, commença-t-il, la voix maîtrisée. Sais-tu que ton prétendu mari n'existe sur aucun registre officiel avant ces 5 dernières années? Pas d'historique de crédit, pas d'école. Il a surgi du néant. Les gens passent souvent à travers les mailles du filet. Pas à ce point. Et son immeuble? 3 personnes y ont disparu l'an dernier. 3 curieux qui ont posé les mauvaises questions. Je t'enverrai les rapports de police. Cet homme est dangereux. Quel que soit son jeu, tu es en danger de mort. Échappe-toi. Lorsqu'elle raccrocha, le doute s'était insinué en elle tel un poison. À son retour, Mathis portait des sacs de provisions. Christophe m'a appelé, lança-t-elle. Mathis se figea. Que voulait-il? Vous mettre en garde contre moi? Il semble penser que vous êtes une sorte de criminel. Et vous, que pensez-vous? Le silence s'étira. Elle examina ce visage dur, ces gestes mesurés, cette prestance qui n'avait rien d'un mendiant. Je pense que je ne vous connais pas du tout, souffla-t-elle. La dispute éclata, Léa exigeant de l'espace, fuyant cette nouvelle emprise. Elle sortit s'aérer, jurant de ne pas revenir s'il la suivait. Ce qu'elle ne vit pas, c'est Mathis dégainant son téléphone crypté, elle sort seule. Je veux un visuel immédiat. Protection maximale, mais rester invisible. S'il lui arrive quoi que ce soit. 3 jours plus tard, le vernis craqua totalement. En fouillant les poches de la veste de Mathis pour une lessive, Léa découvrit une liasse de billets de 500 €. 25 000 €. Une partie de poker chanceuse, s'était-il justifié sans la regarder. Puis, il y eut ce message aperçu sur son écran, un SMS de Bernard Moreau. L'affaire des frères Torino a été réglée. En attente d'ordre. Des ordres? Quel marginal donnait des ordres? Et ce notable croisé dans la rue qui s'était presque incliné devant Mathis avant de fuir, terrifié? Enfin, il y avait l'appartement lui-même. Sous la peinture écaillée de l'immeuble haussmannien, l'intérieur révélait des détails ahurissants. Le téléviseur prétendument cassé était un écran de pointe dont le logo avait été gratté. Les couteaux de cuisine valaient une fortune. Le matelas sur lequel elle dormait était un modèle de luxe inouï. Mathis, il faut qu'on parle, déclara-t-elle un matin. De votre vraie identité. De la montre de luxe sous vos manches déchirées. De votre formation martiale évidente. De ce compte en Suisse noté dans votre portefeuille. Mathis posa son café. Vous avez fouillé dans mes affaires. Parfaitement. Êtes-vous de mèche avec Christophe? Est-ce une escroquerie? Je ne travaille pas pour Christophe, cingla-t-il, laissant enfin poindre une émotion féroce. Avant qu'elle ne puisse répliquer, des coups secs et autoritaires retentirent. Un homme imposant fit irruption, parlant à voix basse de litige territorial avec Castellano et exigeant des directives. Mathis l'expédia, justifiant qu'il s'agissait du gardien de l'immeuble. La farce n'amusait plus Léa. Le soir même, elle rappela Christophe en secret. Ces mots achevèrent de la convaincre. Mathis cherchait sans doute à infiltrer le groupe Sinclair pour y blanchir de l'argent ou y imposer la pègre. Le lendemain, prétextant une promenade, Léa prit la fuite, un sac de voyage à l'épaule. Elle avait donné rendez-vous à Christophe à 3 rues de là. Elle n'atteignit jamais le point de rencontre. 3 hommes en costume cravate surgirent des ruelles de Belleville. Un SUV noir aux vitres teintées pila à sa hauteur. Un colosse au regard vide l'empoigna. Montez, Madame Valmont, ordonna-t-il en exhibant une arme de poing. Jetée sur la banquette arrière, elle tenta de parlementer. Mon mari n'est personne, vous faites erreur. L'homme éclata d'un rire gras. Personne? Votre mari, Mathis Valmont, contrôle la moitié de la pègre parisienne. Il règne sur le milieu d'une main de fer et piétine nos affaires. S'il tient à vous, il nous cédera ses territoires avant minuit. Léa fut conduite dans les entrepôts désaffectés du port de Gennevilliers. Attachée à une chaise, encadrée par des hommes armés, l'odeur de la Seine croupie emplissant ses narines, elle écouta le ravisseur dicter ses conditions à Mathis par téléphone. Le ravisseur raccrocha et s'accroupit face à elle. Vous ignoriez tout,
N'est-ce pas? Monsieur Valmont refuse des contrats juteux pour rester veillé sur vous. Il a abattu 2 de nos hommes pour avoir osé vous menacer. Mathis Valmont ne négocie jamais quand il s'agit des siens. Le bruit sourd de moteurs lourds déchira le silence poisseux du port. Les portes de l'entrepôt explosèrent dans un fracas métallique. Des hommes en équipement tactique noir s'engouffrèrent par chaque ouverture, maîtrisant les ravisseurs en une fraction de seconde. Et au milieu du chaos, marchait Mathis. Ce n'était plus le sans-abri de la rue Cambon. Vêtu d'un costume noir taillé sur mesure, une arme à la main, il dégageait une aura de prédateur absolu. Ses yeux, d'une froideur mortelle, scannèrent la pièce. Personne ne bouge, ordonna-t-il d'une voix qui fit trembler les murs. Si l'un de vous respire trop fort près de ma femme, je le démembre vivant. Le chef des ravisseurs balbutia, l'arme de Mathis braquée sur son front. Valmont, on peut trouver un accord. Le seul accord, murmura Mathis, c'est que tu me dises qui t'envoie avant que je ne te loge une balle dans le crâne. C'est Bernard Moreau. Il disait que cette fille te rendait faible. Le visage de Mathis demeura une forteresse impénétrable. Bernard a tort. Elle ne me rend pas faible. Elle me rend infiniment impitoyable. Le coup de feu résonna avec une violence inouïe. Le cauchemar s'acheva aussi vite qu'il avait commencé. Mathis rangea son arme, trancha les liens de Léa et l'aida à se relever. Le tueur impitoyable s'effaça pour laisser place à une angoisse dévorante. « Es-tu blessé ?» Ses mains l'inspectaient avec une douceur frénétique. C'était la première fois qu'il la tutoyait, brisant la barrière qu'ils avaient érigée. « Je vais bien, balbutia-t-elle. Mais toi? Qui es-tu? » Mathis soutint son regard. L'heure de la vérité avait sonné. « Je suis Mathis Valmont. Je dirige la plus puissante organisation criminelle de Paris. Je t'ai menti depuis la seconde où nos regards se sont croisés, et je le regrette plus que tout au monde. » De retour dans le somptueux repère caché sous les toits de Belleville, Léa affronta l'homme qu'elle avait épousé. « Combien de mensonges ?» demanda-t-elle, la voix brisée. « Presque tout », confessa Théil, se tenant à distance. « Mon déguisement de SDF, c'était pour échapper à un contrat mis sur ma tête ce soir-là. Puis, tu es apparu dans ta robe de mariée. Je me suis dit que ton réseau immobilier pourrait m'être utile. Pendant 5 minutes, ce n'était que du calcul. Exactement comme Christophe. Non, s'emporta Théil. Puis tu m'as embrassé à la mairie. Tu m'as regardé comme si j'étais ton sauveur et non un monstre. Et tout a basculé. Depuis ce jour, je refuse d'étendre mon territoire car je refuse de m'éloigner de toi. Les cambriolages? Les hommes de Bernard Moreau cherchant de quoi te faire chanter. Ou les morts? Ceux qui voulaient s'en prendre à toi. J'ai nettoyé les rues pour que tu puisses y marcher en paix. Léa frissonna. Tu m'as protégée. Et ce n'est pas tout. Le regard de Mathis s'assombrit. Christophe est ta demi-sœur. Chloé. Ils ne voulaient pas seulement te voler ton entreprise. Ils ont fait alliance avec Bernard Moreau. Christophe comptait utiliser le groupe Sinclair pour blanchir l'argent du milieu. Les terrains de ton père allaient devenir la plus grande plateforme de blanchiment de la capitale. Et toi? Tu n'étais pas censé survivre à cet enlèvement aujourd'hui. La révélation lui coupa le souffle. Sa propre famille la destinait à l'abattoir pour l'appât du gain. Pourquoi ne m'avoir rien dit, sanglota-t-elle. Mathis s'agenouilla devant elle, prenant son visage en coupe. Parce que je voulais des preuves. Et parce que je savais que tu fuirais. Je suis un salaud possessif, habitué à régner par la terreur. Mais ce que je ressens pour toi, Léa. Je t'aime. Je t'ai aimé dès l'instant où tu as lié ton destin au mien. J'aime ta rage, ta force. Ton refus d'être une victime. Si tu veux partir, je te laisserai filer et je te protégerai de loin. Je détruirai Christophe et je disparaîtrai. Léa plongea dans ses abysses sombres et n'y eut qu'une dévotion totale. L'homme qui massacrait pour elle était aussi celui qui la laissait libre. L'homme de la rue Cambon. Celui qui a accepté de m'aider sans condition. Était-ce réel?
C'était l'instant le plus vrai de toute mon existence, murmura-t-il. Un immense soulagement l'envahit. Alors, nous allons régler ce problème ensemble. 2 jours plus tard, Léa fit son entrée dans un salon privé de l'hôtel Ritz Place Vendôme. Fini la soie candide, elle portait un tailleur noir affûté. Christophe, Chloé et Bernard Moreau l'y attendaient, ignorant que l'hôtel était cerné par la garde prétorienne de Matisse. « Léa, mon amour !» s'exclama Christophe en feignant le soulagement. « Dieu merci, tu as survécu à ton enlèvement. » « Enlèvement que tu as orchestré avec Monsieur Moreau ici présent ?» le coupa Léa avec une froideur assassine. Elle jeta un enregistreur sur la table. Les voix de Christophe et des ravisseurs résonnèrent, planifiant sa mort en échange du contrôle du groupe Sinclair. La panique s'empara de Chloé, tandis que Bernard Moreau tentait de se lever, la main sous sa veste. La porte s'ouvrit à la volée. Matisse fit son entrée, suivi de ses lieutenants armés. Son aura étouffa instantanément l'air de la pièce. Monsieur Moreau, s'amusa sèchement Matisse. Je crois que nous avons un différend à régler. Valmont. C'est une affaire privée, gronda le vieux parrain. Cela concerne ma femme. C'est donc mon affaire. Matisse balaya l'assistance d'un regard mortel. Vous avez voulu assassiner ma femme pour blanchir votre argent sale. Vous pensiez pouvoir la manipuler. Il se tourna vers Christophe. Vous allez signer des aveux complets. Chloé, tu vas restituer chaque document volé et renoncer à l'héritage familial. Quant à vous, Moreau, vous quittez la France ce soir, pour toujours. Si l'un de vous refuse, mes hommes remettront les enregistrements et les transferts bancaires à la brigade criminelle et à la presse. Vous finirez vos vies en prison. Ou bien, je m'occupe de vous moi-même, ici et maintenant. L'ultimatum, prononcé avec le calme terrifiant d'un véritable seigneur du crime, pulvérisa leur arrogance. En moins d'1 heure, les aveux furent signés et leurs ennemis s'enfuirent, brisés et bannis. Seule dans le silence ouaté du Ritz, Léa regarda son mari. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, on rentre chez nous, murmura Matisse en l'attirant contre lui. On reconstruit ton empire, on fusionne nos mondes. Sans mensonge, sans masque. Mais il te faudra du temps pour t'habituer à être l'épouse du chef de la pègre parisienne. Et il t'en faudra pour t'habituer à une femme qui n'hésite pas à menacer des assassins dans un palace, rétorqua Léa avec un sourire éclatant. Matisse scella leur promesse d'un baiser passionné, dévorant et absolu. L'héritière aristocrate et le souverain du monde souterrain. Ce n'était pas le conte de fées attendu par la haute société parisienne, mais c'était leur histoire. Et elle était tout simplement parfaite.